C'est bon, on est parti. Alors, je l'ai dit la dernière fois que je commencerai avec des équations un peu plus générales, mais je vais faire quand même un petit retour en arrière parce que j'ai eu quelques petites idées supplémentaires sur ce que je vous ai raconté la dernière fois. Donc, reprenons un tout petit peu cette question. Je vais commencer par ceci. Donc, toujours la même équation. Et donc, solution régulière. On est dans l'espace tout entier, x dans RD, t positif, solution régulière globale. Donc, c'est grosso modo si et seulement si t fois, l'identité plus t fois u0 est inversible sur RD tout entier, quel que soit t positif, et ce qui est entre guillemets, essentiellement équivalent à supposer que, quel que soit x, le spectre, donc je mets quand même des guillemets, il y a des tas de questions techniques sur lesquelles je ne veux pas insister, le spectre de du0 de x ne rencontre pas les réels négatifs. Bien. Alors, donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Je voudrais aborder deux questions. Une question qui est le comportement en temps long de la solution. C'est relativement simple, mais c'est assez éclairant, parce qu'on en déduira en particulier que si U0 est inversible, ça devient monotone automatiquement pour T long, T grand. Et surtout, je voudrais passer auparavant un peu de temps, donc je voudrais aborder plus exactement, ça sera 2, t tend vers l'infini. Et le premier point, c'est revenir sur les histoires de régularité par changement de variable. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, je veux maintenant prendre une autre équation, du sur dt plus f de u grade u. Donc, toujours u va de RD dans RD et f va de RD dans RD. Bien, et donc, ce que je vous ai indiqué par tous ces systèmes, par ces histoires de changement monotone, c'est que si, et u en t égale, par changement de variable, pardon, c'est que si f de u0, donc peut-être c'est cette classe de fonctions, qui font qu'on a une solution régulière globale, je vais lui donner le nom R comme régulière. Et là, donc, l'observation, c'est en supposant, par exemple, que f est à croissance au plus linéaire, régulière, c'est que si f de u0 est dans la classe R, donc ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois, à ce moment-là, et je vais le rappeler, à ce moment-là, ça entraîne que il y a une solution régulière, il existe une unique solution régulière de ce problème pour un f quelconque. Alors, je veux revenir dessus parce que j'avais indiqué qu'il pouvait y avoir quelques hypothèses dont on aurait besoin pour compléter ceci, mais en fait, il y a un argument plus simple qui montre qu'on a besoin d'aucune hypothèse supplémentaire et que cette implication est vraie en toute généralité, je le répète, en supposant par exemple que U0 est lipschitzienne, régulière, à dérivée bornée, et que F est à dérivée bornée à croissance au plus linéaire. Donc, des hypothèses que je qualifierais de raisonnables. Alors, pourquoi c'est vrai? Ça, c'est relativement simple, parce que si vous posez V égale F de U, eh bien, vous avez donc dV sur dt plus V gradient V égale à 0, et vous avez précisément supposé que V en t égale à 0 appartient à la bonne classe de fonction. Et donc, vous savez que V est une solution régulière. Donc, V, il existe une solution régulière que, bien entendu, vous avez envie de baptiser f de u, et à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à résoudre du sur dt plus v gradient u égale à 0.
Et là, vous avez automatiquement une solution régulière, parce que ça, c'est une équation de transport avec un champ de vecteur, un champ de vitesse régulier. Donc voilà pourquoi, effectivement, le changement de... le fait que f de u0 soit dans R, soit une bonne condition initiale, assure qu'effectivement, on a des solutions régulières pour ce problème-là. Donc c'est très simple. Les démonstrations sont essentiellement, on a des formules explicites ici, il n'y a presque pas d'équations à dérivées partielles. Alors, je vais vous montrer des applications de ceci aux équations d'Hamilton-Jacobi, car en découvrant des choses que j'ignorais complètement sur les équations d'Hamilton-Jacobi et l'existence de solutions régulières pour les équations d'Hamilton-Jacobi. Donc, ça n'a rien à voir avec, enfin, ça a quelque chose à voir avec les EH en moyen, mais c'est dans un terrain intrinsèque. Et je vous rappelle évidemment ce qui est, de mon point de vue, presque une conjecture, c'est que, bien entendu, c'est entraîné par le fait que U0 soit la composée de deux applications monotones, composée de deux applications monotones. Donc, je mets tout ça entre guillemets, et puis, donc, il y a une vraie question sur l'affirmation, l'affirmation dans l'autre sens. Est-ce que c'est la même chose? Je le pense, mais je ne le sais toujours pas. Alors, donc, en regardant ceci, analysons un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire, parce que ça simplifie. Si on regarde, donc, application, et c'est ça que je veux vous raconter. Application, lorsque je vais regarder une équation de Hamilton-Jacobi du premier ordre, h de gradient phi égale à 0, phi en t égale à 0 égale phi 0, et que je cherche des solutions régulières de ceci. Donc maintenant, phi est une fonction scalaire. Et, par exemple, phi 0. Et h est aussi une fonction scalaire, l'hamiltonien. Et bien entendu, le rapport avec l'équation qui est ici, c'est de regarder u égale gradient phi, je vous l'ai déjà raconté 36 fois, et donc c'est du sur dt. Ici, ce que vous récupérez, c'est un f de u grade u, avec f de u, qui est en fait la dérivée de h', de h. Bien. Donc, bien, a priori, on peut appliquer ce résultat-là et dire si f de u0 est une donnée en ce sens-là, alors on a une solution régulière de l'équation d'Hamilton-Jacobi. Le seul cas, à part des cas très particuliers, le seul cas classique est le cas où toutes les fonctions sont convexes, c'est-à-dire h et phi 0. Donc h et phi 0 convexe, ça veut dire quoi? La condition initiale ici, j'aurais dû le dire, mais la condition initiale, c'est évidemment gradient phi 0. Donc, si je suppose gradient phi 0, si phi 0 est convexe, ça veut dire gradient phi 0 monotone, donc c'est le cas où U0 est monotone, et si H est convexe, ça veut dire que le F est également monotone, et donc effectivement le F de U0 c'est la composée de deux applications monotones, on est dans un cas de régularité, certes. On voit aussi que si H est quadratique, F de U c'est juste U, et donc on sait que du point de vue de ce point de vue-là, si f de u est égal à u, je regarde ce résultat-là, avoir des solutions régulières, c'est dire que le spectre de la dérivée de u0, c'est-à-dire la dérivée seconde de phi 0, ne rencontre pas les réels négatifs. Ça veut dire quoi? D de phi 0, c'est une matrice symétrique. Le spectre, il est réel, donc éliminer les réels négatifs, ça veut dire que ce sont les réels positifs. Donc dans le cas où f est égal à u, non seulement le cas classique qui nous dit s'il y a de la convexité partout, il y a de la régularité, mais c'est aussi le seul cas où il y a de la régularité globale pour tout temps. Donc, si f de u est égal à u, c'est phi 0 convexe et le seul cas de régularité. Alors ça reste vrai si H est fortement convexe, au sens par exemple que H seconde est strictement positif. Donc ce que je prétends, c'est encore le cas. Il n'y a rien de mieux.
Et ça, je suis obligé de faire un petit travail. Je suis obligé de faire un petit travail parce que la condition que je dois regarder maintenant porte sur H' de gradient phi 0. Hein? Donc il faut savoir quand est-ce que H' de gradient phi 0, ça appartient à R si et seulement si phi 0 est convexe. Hein, c'est ça que je suis en train de dire. Et effectivement, ce que je suis réellement en train de dire, c'est qu'il n'y a pas le choix. Et ce n'est pas tout à fait évident, parce que maintenant, lorsque je regarde le DU0, bien DU0 devient quoi? DU0 au point X devient H seconde en gradient phi 0 fois D de phi. Bon, ça c'est le produit de deux matrices symétriques, et on est en train de dire que le spectre du produit de deux matrices symétriques n'intersecte pas les réels négatifs. OK? Bon, ça entraîne bien que D de phi est positif. Alors pourquoi? D'abord, donc on est dans la situation où on a maintenant A symétrique, ici strictement positif, ce n'est pas très important d'ailleurs, vous verrez l'argument, et B symétrique. Alors déjà, la première observation, c'est que le spectre de AB, il est contenu dans R. Donc ça, c'est un fait classique en analyse matricielle. Qu'est-ce que je pourrais effacer? Oui, ça. Oups. Voilà. Donc, ça, pourquoi est-ce le cas? Bon, placez-vous en complexe. Supposez que ABZ soit égal à lambda Z, lambda complexe, Z vecteur complexe. Il faut démontrer que lambda est réel. Z non nul. Bien. Alors, bon, une possibilité, c'est simplement de multiplier B symétrique. Hein, c'est de multiplier par prendre le produit scalaire avec BZ bar. Ici, vous allez avoir lambda Z BZ bar. Comme B est symétrique, ça c'est réel. Et comme A est symétrique, ça c'est réel. Alors donc, ça entraîne pratiquement que lambda est réel, sauf évidemment si ceci s'annule. Donc lambda soit est réel, c'est fini, ou bien Z BZ bar égale 0. Mais si Z BZ bar est égal à 0, qu'est-ce que l'on peut dire? Bien, à ce moment-là, on peut dire que A BZ bar est égal à 0, ce qui donc entraîne, si A est définie positive, que BZ égale à 0. Puisque ça entraîne, si A est défini positif, que ABZ est égal à 0, et donc que BZ est égal à 0. Mais si BZ est égal à 0, ça veut dire que lambda est égal à 0. On repartait sur l'équation. Dans tous les cas, lambda est réel. Donc ça, c'est si A est défini positif. Vous voyez que si A est inversible, ça reste toujours vrai. Parce qu'une autre manière de dire les choses, si A est inversible, c'est de dire que BZ est égal à lambda A moins 1Z, et de multiplier par Z bar. Donc BZ Z bar est réel, lambda A moins 1 Z Z bar est réel. Donc haute démonstration, hein, donc ça c'est la démonstration si A est positif ou nul. Et ça c'est une démonstration si A est inversible. Symétrique. Alors évidemment, si A est symétrique défini positive, les deux démonstrations fonctionnent. Donc vous voyez qu'effectivement, vous voyez pourquoi lambda est réel. Et donc on voit que le spectre de AB est réel, et dire que le spectre de AB ne contient pas les réels négatifs, enfin n'intersecte pas les réels négatifs, donc l'hypothèse, c'est dire que le spectre de AB et dans les réels positifs.
Bon, alors ça, c'est pas très compliqué de comprendre pourquoi, à ce moment-là, B doit être positif ou nul. Bon, 36 démonstrations, quoi. Donc hein, je suppose, pardonnez-moi, je suppose que le spectre de du0 de x en un point quelconque de x intersecté avec moins l'infini 0 est vide. Et je sais que le spectre de AB est réel, et donc la première étape, c'est que le spectre de AB, il est dans les réels positifs. Il est, j'ai droit à 0, pardonnez-moi. Bon, et ouais. Donc, supposez par l'absurde deuxième point que j'ai un vecteur propre, xi, avec une valeur propre négative. Donc, xi différent de 0, lambda négatif, réel, égale lambda xi. Bon, ben maintenant, si vous regardez ce que fait le produit scalaire ABXC xi, vous allez voir, oui, c'est pas entièrement convaincant là ce que je vais faire là, mais bon. Lambda BXI xi, non, lambda axi xi, A est défini positif et donc ceci est strictement négatif. Donc, en tout cas, là, c'est pas entièrement convaincant, mais on peut s'en tirer quand même à peu près comme ceci. Donc là, grosso modo, vous en déduisez une contradiction avec le fait que le spectre de AB soit uniquement contenu dans les réels positifs. Bon, c'est pas convaincant, pardonnez-moi. Et je ne veux pas m'apesantir là-dessus, mais le résultat est absolument correct. Donc, de toute façon, je mets 3 petits points, c'est pas le point important. J'ai pas en tête l'argument convaincant là-dessus, mais cette affirmation est correcte. Donc, dans le cas convexe, et c'est très naturel, il y a d'autres manières de s'en rendre compte directement en travaillant sur les équations d'Hamilton-Jacobi. C'est le seul cas, lorsque H est strictement convexe, c'est le seul cas de régularité. Mais surtout, ce que je veux faire dans cette application, l'application consistant à dire H de U0, hein, donc souvenons-nous, c'est H' de gradient phi 0 dans la bonne classe de régularité. Donc, ce que je veux surtout voir, c'est des cas nouveaux. Alors, un cas où là non plus je ne vais pas insister, c'est toujours un cas convexe, mais vous allez supposer que, que vous avez un peu de dégénérescence. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, toujours sur Hamilton-Jacobi, je vais prendre un exemple simple et je vais prendre H. C'est beaucoup plus général que ça. Et je vais prendre H de gradient phi égale la longueur de gradient phi. Je pourrais prendre n'importe quoi de mot convexe, homogène de degré 1, on verrait de quoi il s'agit. Et donc, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est le DU0. Alors, le DU0, c'est relativement simple. DU0 au point X. Hein. Donc, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de prendre D, et U0, qu'est-ce que c'est? C'est le... Alors, U0, c'est H' de gradient phi 0. Il ne faut pas aller trop vite. H' de gradient phi 0, c'est le vecteur gradient phi 0 divisé par la longueur de gradient phi 0. Et donc, ceci, c'est D de gradient phi 0 sur gradient phi 0. Et vous voyez que c'est 1 sur gradient phi 0, en tout cas lorsque le gradient ne s'annule pas, donc il faut faire un tout petit peu attention à ce cas-là, mais je ne veux vraiment pas me poser de problème là-dessus. C'est D2 phi 0 moins gradient phi 0 tenseur gradient phi 0 divisé par gradient phi 0 carré.
C'est ce que vous obtenez en dérivant cette expression. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vous avez ici la matrice des courbures principales de la ligne de niveau passant par phi 0 de x. Donc ça, ce qu'est cette matrice, et à part que c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça. Hein. Parce que qu'est-ce que je suis non, il manque des termes. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est l'expression qui est ici. C'est ok. Donc faisons le calcul plus rapidement, plus tranquillement. Alors, donc ça, j'efface. Dès le premier terme, il est tout à fait exact. Ensuite, regardons le deuxième terme. Le deuxième terme, c'est gradient phi 0 divisé avec un signe moins par gradient phi 0 au cube. D'accord? Et je devrais vraiment faire ça avec des i et des j, mais bon, peu importe. Vous avez un d2 phi 0 et un gradient phi 0. Hein, c'est bien ça? Gradient phi 0. OK. Donc en fait, ce que vous allez avoir, pardonnez-moi, c'est le produit. Donc c'est 1 sur gradient phi 0 d2 phi 0 d2 phi 0 moins quoi? Moins d2 phi 0, je vais l'écrire comme ceci, multiplié par gradient phi 0, tenseur gradient phi 0 divisé par gradient phi 0 carré. Il y a évidemment des dérivées secondes dans les deux termes. Hein. Et ça, c'est à peu près correct. Ce que je disais en revanche est toujours correct, c'est-à-dire que si vous prenez maintenant un point x et que vous tracez la zone de niveau où phi égale phi 0, vous supposez qu'il n'y a pas de point critique, donc vous avez bien une unique gradient phi 0 ne s'annule pas, vous avez une seule zone critique, zone de niveau qui passe par x, qui passe par, par x, zone de niveau au voisinage en tout cas de x, le niveau étant donné par phi 0 de x. Eh bien, l'expression que vous avez ici, vous voyez bien que vous avez tué grosso modo les dérivées secondes dans la direction du gradient, et l'expression que vous avez ici, ce sont précisément les courbures principales de l'hypersurface de niveau passant par phi de x. En dimension 2, si vous préférez, eh bien, ce que vous avez, c'est effectivement la courbure de cette courbe. On se pose au point x. Bien. Eh bien, donc, ce que vous voyez assez facilement, c'est que la condition de régularité, et se trouve être, et en fait elle est complètement équivalente, se trouve être, je vais me mettre en dimension 2 pour simplifier. Qu'est-ce que ça veut dire en dimension quelconque? Ça veut cette condition se trouve être équivalente au fait que cette expression n'a pas de valeur propre réelle négative. On est toujours dans un cas convexe, donc l'argument de dire que les valeurs propres sont donc nécessairement positives fonctionne toujours. Et dire que les valeurs propres sont que les valeurs propres, qui sont réellement les courbures principales, que les valeurs propres de cette matrice sont positives ou nulles, ça veut dire que les zones de niveau sont convexes. Donc la moralité, c'est que la condition de propagation, c'est que les zones de niveau sont convexes.
Et donc, la représentation que vous devez avoir de cette fonction, c'est que vous pouvez... C'est une fonction typiquement comme ceci. Donc, la convexité fonctionne. Et vous voyez bien là que toutes les zones de niveau sont convexes. Et je ne veux avoir qu'un seul point où le gradient s'annule pour éviter d'avoir des problèmes d'irrégularité. Les problèmes de place seraient un peu dangereux là-dedans pour les histoires de régularité. Donc, typiquement, un exemple très particulier pour lequel vous avez de la régularité, c'est de prendre une fonction phi0 qui ne dépend que de la norme euclidienne de x, parce que les zones de niveau sont des sphères, et dire que vous avez une seule, que vous avez des zones de niveau convexes, ça veut dire que phi0 est strictement croissante, hein, pour x différent de 0. Parce que sinon, vous auriez... si vous aviez un renversement, vous auriez une zone de niveau qui contiendrait deux cercles, et ça ne serait plus du tout des ensembles convexes. Donc, le fait de dire qu'on a des zones de niveau convexes, c'est effectivement la condition qui va assurer la propagation de la régularité. La propagation de la régularité, bien dans ce cas particulier, c'est essentiellement de dire que vous avez une fonction qui est ce qu'on appelle quasi-convexe. D'accord ? Donc, pour norme de gradient U, à quelques détails techniques que j'élimine, ce sont des fonctions quasi-convexes, mais strictement quasi-convexes. Hein. Les plats sont dangereux là-dedans. Et ça, on le voit comme cas très particulier de ce résultat général de régularité. Alors, encore plus intéressant, c'est de sortir complètement du cas convexe. Parce que le cas convexe, il nous bloque pas mal sur les histoires il nous donne beaucoup de positivité. Et donc, je ne vais pas faire le cas absolument général, je vais vous donner un exemple. Alors, ici, vous voyez ça, je l'élimine. Je trouve un cas un peu amusant. Donc, je vais faire les choses les plus simples possibles pour qu'on voit bien de quoi il s'agit. Donc, c'est un exemple dans des cas non convexes. Alors, dans des cas non convexes, il n'y a pas de théorie classique. Des propagations de solutions régulières pour des Hamiltoniens non convexes, ou même d'ailleurs pour des lois de conservation scalaire non convexes, il n'y a rien. Okay. Alors, en fait, là, on a la possibilité d'avoir un résultat qui est d'ailleurs, grosso modo, hein, le résultat optimal. Hein, c'est la condition H' de gradient phi0 est dans R, à cette propriété de régularité, elle est nécessaire et suffisante. Hein. Donc, l'exemple que je vais prendre est très simple. Je vais me placer en dimension 2. Donc, les points x, maintenant, les coordonnées, je vais les appeler x, y. Donc, x est dans R, y est dans R. Et donc, pour l'hamiltonien, je prends un truc très simple, 1 demi de ux carré moins 1 demi de uy carré. Comme ça, c'est convexe par rapport à une dérivée et concave par rapport à l'autre. Bon. Alors, le fait que ça soit ici dimension 1 et ici dimension 1 ne joue aucun rôle. Le fait que j'ai pris des carrés ne joue aucun rôle. Enfin, il n'y a rien qui joue un rôle. C'est simplement un exemple. Alors, cet exemple est frappant parce qu'effectivement, on voit tout de suite, même s'il n'y a pas de théorie générale connue sur les équations d'Hamilton-Jacobi, on voit néanmoins tout de suite qu'il y a des solutions régulières de type très particulier. Alors, un type solution régulière qu'on peut deviner. Exemple de solution régulière. C'est quoi? C'est par exemple, vous prenez une fonction phi de x moins psi de y comme condition initiale avec phi convexe et psi convexe. Parce qu'à ce moment-là, vous résolvez de manière séparée. La solution va être de la forme phi de x et de t moins psi de y et de t. Et phi de x et de t résout dφ sur dt plus 1 demi de phi x carré égale à 0. Et vous êtes dans le cas tout convexe. Et dψ sur dt plus 1 demi de psi y carré est égal à 0. Toujours le cas tout convexe. Donc convexe en x, concave en y à variable séparée, ça marche.
On dit, oh, ouais, bon, c'est quand même, ça, c'est pratiquement les cas qu'on avait regardés avant. Alors, il y a un autre exemple qui est absolument fondamental, parce que, en tout cas pour les équations du premier ordre, c'est la théorie des solutions de viscosité. Et c'est pour ça qu'on a une bonne théorie. C'est parce qu'on a une solution régulière très particulière de cette équation, qui est simplement de dire que si je prends une fonction de x moins y, c'est une solution stationnaire du problème. Donc en particulier, elle est régulière. Si elle est régulière, c'est une solution régulière du problème d'évolution. Solution régulière. Bah oui, la dérivée en t s'annule, et la dérivée en x et les dérivées en y sont opposées l'une de l'autre. Donc lorsque vous prenez au carré, ça s'annule. Et là, il n'y a plus de convexité du tout, il n'y a plus rien. Il y a une forme très particulière. Donc, quand on voit cet exemple-là et cet exemple-là, on se pose naturellement la question, mais c'est quoi alors les solutions régulières pour ce genre d'équation d'Hamilton-Jacobi? Et je ne connaissais pas la réponse, et maintenant on sait ce qu'est la réponse. Bien, on va regarder le critère qui est ici, h' de gradient phi 0, et on va essayer de le travailler. Ben, allons-y. Et on devra bien trouver une condition générale qui, dans ces cas particuliers, nous redonne ces solutions connues. Alors, d'une certaine manière, le fait que ça soit comme si qu'il y ait un moins crée le fait qu'il y a plus de solutions régulières, parce qu'on peut jouer sur des annulations. C'est exactement ce qui se passe avec les solutions régulières. La convexité empêche beaucoup de solutions régulières. Donc ça, c'est un peu... autant sur la structure des chocs, ça complexifie énormément. Pensez aux lois de conservation scalaire. En même temps, sur la propagation de la régularité, on gagne d'autres choses. Donc la chose est un peu compliquée. Mais la dimension 1 est très, 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 très particulière. On n'a plus de matrice, on n'a que des scalaires. Donc je ne veux pas du tout insister sur les lois de conservation scalaire, c'est trop, entre guillemets, trivial en dimension 1. Donc, le point que nous avons, c'est quoi? C'est que nous devons donc regarder h' de gradient phi 0. H', c'est quoi? Bien, c'est ux moins uy. Et donc, ce que vous avez, c'est, j'oublie les zéros, vous avez phi x et moins phi y. Et je dois regarder maintenant le d de ceci. En d'autres termes, je forme phi c'est phi 0. Hein. Je forme la matrice suivante, phi xx, phi xy, moins phi xy, moins phi yy. OK? Et je veux que le spectre de cette matrice soit d'intersection vide avec moins l'infini 0. Bon, ben, regardons, hein, avec une matrice 2,2, on va faire le calcul des valeurs propres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère phi xx moins lambda. Bon. On sait quand même, on n'est pas obligé de tout refaire quand même, que ça fait lambda 2 moins la trace, c'est-à-dire phi xx moins phi yy lambda. Et puis, plus le déterminant. Et le déterminant, je vais doucement parce que je ne vais pas me tromper dans les signes, ce serait embêtant pour la suite. Moins phi xx, phi yy. Et donc plus le déterminant, et je récupère un plus phi de xy carré. Bon, on va former le discriminant. Alors le fait qu'effectivement, il y a ces changements de signe, ça change tout, hein, notamment sur le discriminant. Alors, sur le discriminant B2 moins 4AC, hein, phi xx moins phi yy au carré,
Moins 4ac, ça fait plus 4 phi xx phi yy. Et ça fait moins 4 phi xy carré. Donc là, vous voyez les changements de signe par rapport au cas convexe quadratique. Vous auriez ici un plus, un moins et un plus ici. De sorte que ce que vous récupérez, bien entendu, c'est le phi xx plus phi yy au carré. Donc si on était dans le cas convexe, on aurait un plus et un moins, on aurait un moins ici. Et si on était dans le cas convexe, le moins qui est ici, ce serait un plus, et on aurait donc un discriminant strictement positif, et ça vaut mieux, parce que pour une matrice symétrique, les valeurs propres sont réelles. Mais comme là, j'ai changé les signes, le terme que je récupère, c'est un moins 4 phi de xy carré. Donc, les valeurs propres ne sont pas toujours réelles. Et ça, c'est très bon, parce que lorsqu'elles ne sont pas réelles, on sait qu'on est sûr que ça marche, qu'on a régularité. Donc déjà, un cas de régularité qui est un peu bizarre. Donc premier cas de régularité, c'est de dire le discriminant est strictement négatif. À ce moment-là, je sais que j'ai des valeurs propres dont la partie imaginaire est non nulle, et dans ce cas, je sais que j'ai régularité. Donc premier cas de régularité, c'est phi xx plus phi yy au carré, strictement inférieur à 4 phi de xy au carré. Bon, vous pouvez mettre des valeurs absolues, enlever les carrés si vous en avez envie. Donc, vous mettez une valeur absolue ici, un 2 ici, et une valeur absolue là. Alors ça, c'est un cas qui est totalement nouveau par rapport aux deux cas qui sont là. Parce que le cas convexe à variable séparée, phi xy vaut 0, donc c'est certainement pas, tombe certainement pas dans cette classe-là. Et ce cas-là, phi xx, phi y et moins phi xy, ils sont tous égaux. Donc on est exactement dans une situation où on a égalité. Ce cas-là, c'est le déterminant nul. Discriminant nul. Bon, donc ça, c'est déjà un cas de régularité complètement différent, mais c'est pas fini. Donc il y a autre chose. Alors, on va regarder le deuxième cas de régularité, qui commence par dire phi xx plus phi yy supérieur ou égal à 2 phi xy. Et maintenant, il faut que je regarde le signe des valeurs propres. Les valeurs propres, dans ce cas-là, sont toutes les deux réelles. Et donc, je veux que la plus petite, c'est dire qu'il n'y a pas de valeur propre réelle, négative ou nulle, c'est dire que la plus petite, c'est-à-dire celle qui est avec moins la racine carrée du discriminant, que celle-ci soit positive ou nulle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire phi xx moins phi yy doit être à ce moment-là supérieur ou égal à la racine carrée de ce bazar-là. Moins 4 phi de xy carré. Bon. Alors, est-ce que cette deuxième condition contient les cas particuliers qui sont là-bas ? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que dans le cas où, justement, on prend une fonction de x moins y, je vous ai déjà dit phi xx, ça vaut phi yy. Donc ici, vous avez 4 phi secondes, et ici, vous avez moins 4 phi secondes au carré. Donc le discriminant vaut 0. Pardon ?
Et ça fait le tout. Mais ça, et ça vaut 0 aussi. Bon. Et donc, l'inégalité est vraie. Donc, le deuxième cas, il est bon. Le premier cas, est-ce qu'il est bon? Alors, je prends ceci. Hein, ça, qu'est-ce que ça me fait dans le premier cas? Ça me fait phi xx plus psi seconde plus psi yy. Hein, puisque c'est phi moins psi. C'est pas le même phi, hein, les notations sont malheureuses. J'ai pas de dérivée croisée. Et donc, je demande à ce que ça soit plus grand, et ça, c'est positif ou nul. Ça, c'est positif ou nul, à la valeur absolue de phi xx moins psi yy, et ça, c'est vrai. Donc, là, le cas convexe à variables séparées, c'est bien un cas très particulier de la deuxième inégalité. D'ailleurs, tout de suite, vous voyez ce qu'il faut supposer, parce que je me souviens avoir essayé ça il y a fort longtemps, et je demandais, mais au fond, qu'est-ce qui se passe si je prends une condition qui est convexe en x et concave en y? Pour voir s'il y avait des analogues de la formule de Hopf ou des choses comme ça. Concave en y. Hein, c'est un cas très particulier. Alors là c'est toujours bon, hein, vous avez quelque chose de positif qui est ici. Admettons qu'on soit dans ce cas de figure, ce qui, je crois, est le plus souvent le cas, mais non pas nécessairement d'ailleurs. Mais convexe en x et concave en y. En revanche, vous récupérez ici une dérivée croisée, et là, vous avez une vraie condition. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une fonction convexe en x et concave en y, vous allez avoir des conditions algébriques sur les dérivées croisées, par rapport aux dérivées pures. Les dérivées pures sont bonnes, hein, s'il n'y avait que du x ou que du y, c'est le premier cas. Mais il va falloir faire attention aux dérivées croisées. Et d'ailleurs, ça se comprend bien lorsqu'on essaie de faire une démonstration de dp, quand on commence à dériver, eh bien, lorsque vous dérivez, on va être embêté, et je reste poli, on va être embêté par les dérivées croisées qui apparaissent et on ne sait rien faire. On ne sait rien faire parce que ce n'est pas simplement regarder la dérivée au carré ou la dérivée seconde au carré. Il faut commencer, pour voir des phénomènes de propagation de signes des dérivées, il faut commencer à manipuler des expressions comme celle-ci. Hein, je veux dire, typiquement, s'il fallait faire une démonstration EDP, on devrait commencer à travailler avec des expressions comme le discriminant, regarder la propagation du signe du discriminant, donc de façon à, s'il est négatif, il reste toujours strictement négatif. S'il est positif, il va rester aussi toujours positif ou nul. Et en même temps, regarder la propagation de cette inégalité. Bon, j'ai même pas fait le calcul parce que c'est monstrueux à faire comme calcul en termes de DP. On s'en sortira jamais, on trouvera jamais ces conditions par des techniques de DP. Et pourtant, c'est la condition nécessaire et suffisante de propagation de la régularité. Bon, j'ai pas essayé d'expliciter ce genre de conditions, hein, ou de les arranger, etc. Il y a certainement d'autres manières de les formuler. Mais en tout cas, ça permet de récupérer les classes connues de solutions régulières et de les systématiser et de trouver la classe générale d'équations. Donc, ce que je voulais montrer, et puis ça, bonjour, on n'a pas de formule explicite, et par EDP, un cauchemar. Donc, je voulais montrer en quoi le parcours qui consiste à écrire ces équations qui viennent des MFG, en fait, nous apprend des choses sur les équations d'Hamilton-Jacobi. C'est un sous-produit. Je ne pensais pas qu'on apprendrait des choses comme ceci, mais c'est évidemment le cas. Bon, donc là, je vous l'ai fait en dimension 2. J'ai pris ce cas-là, mais c'est une procédure systématique. Et en fait, ça, c'est pour travailler les exemples. Mais la bonne condition, c'est effectivement la condition que j'ai écrite tout à l'heure, qui consiste à dire que h seconde de gradient phi 0, d2 phi 0, et que h seconde gradient phi 0 d2 phi 0 ne touche à un spectre un spectre qui ne touche pas les réels négatifs. Et donc en particulier si h est quadratique, ça devient une condition sur d2 phi 0. Hein. Dès que h est quadratique, dire que h seconde de gradient phi 0, d2 phi 0 a une certaine propriété, ça devient une propriété, ça c'est une matrice, et donc ça devient une propriété sur a2 phi 0.
qui dans le cas convexe est dire phi 0 est convexe, et dans le cas, et dans des cadres généraux, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, avec beaucoup plus de solutions, entre guillemets, beaucoup plus de solutions régulières. Hein. On a gagné toutes celles-ci, mais on a gagné beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Et notamment des régimes de propagation convexe-concave qui sont non triviaux parce que convexe, hein, à nouveau, peut-être insister là-dessus, convexe-concave, ça ne marche pas à tous les coups. Convexe-concave, pour une équation comme ceci, ça ne marche pas à tous les coups parce que dans les conditions, il y a du phi de xy. Et donc, on va être gêné. Voilà, donc ça, je n'en dis pas plus et je vais vous parler maintenant, donc, mais je voulais insister un tout petit peu sur la propagation de la régularité. Ce qu'on a appris par ces histoires de composition, ce qu'on a appris de manière très indirecte et comprise sur les équations d'Hamilton-Jacobi, et revenir donc maintenant en arrière sur cette solution et vous parler du comportement en temps long. Il y a beaucoup de choses à dire dans le comportement en temps long.